façon commune. Ça va permettre de relancer la pratique de l'audit. Donc, avant d'élaborer cet outil, on a d'abord réalisé une enquête auprès des radiopharmaciens en janvier 2020. On a contacté 63 radiopharmacies, 20 centres hospitalo-universitaires, 30 CH, 12 CLCC et un hôpital militaire. L'objectif, c'était donc de connaître leur implication dans la démarche qualité, mais surtout d'évaluer la portée de l'outil. Par la suite, on a donc construit le référentiel à partir des principaux textes qui régissent l'activité de radiopharmacie, donc notamment le guide de bonnes pratiques de préparation, le code de la santé publique, le code du travail, les décisions homologuées de la NSM, les normes ISO, telles que la norme ISO 14644 et 90351. Puis ensuite, on a pu définir les domaines d'application, construire l'audit et par la suite valider l'outil. Donc, la validation de l'outil, elle a été mise en pratique pour valider l'outil, on a mis en pratique l'outil au sein de 2 radiopharmacies dont l'activité est similaire. Donc, on a d'abord réalisé 2 audits internes en février et en mars 2021 sur chacun des 2 sites avec chacun des 2 radiopharmaciens du site. Puis par la suite, on a réalisé des audits croisés, donc un audit aller et un audit retour entre les 2 radiopharmacies. Les audits se sont réalisés d'abord avec une revue documentaire, puis après une observation de terrain, et à la fin, une rédaction du rapport d'audit. En ce qui concerne les résultats de l'enquête, en février 2020, on a obtenu 47 réponses, donc un taux de réponse de 75%. Il était relativement élevé pour les CLCC et les CHU, avec un taux respectif de 92% et de 80%. On a constaté également que l'implication des radiopharmacies dans les audits internes en ce qui concerne les CH et les CHU était relativement faible. En revanche, les CLCC pratiquent l'audit interne à 73%, mais uniquement sur les thématiques de la radioprotection et de l'hygiène. En revanche, les audits croisés sont très peu développés. L'intérêt moyen des établissements était de 8,2 sur 10. Et on a également calculé le Net Promoter Score, donc le score NPS. C'est un score qui est habituellement utilisé par les entreprises pour connaître la satisfaction de leur clientèle. Ici, il a été détourné pour connaître l'intérêt des radiopharmaciens pour le projet. On a donc obtenu 21 promoteurs, c'est-à-dire 21 notes entre 9 et 10, 19 passifs avec une note de 7 ou 8, et 7 détracteurs avec une note inférieure à 6. Ce qui nous a permis d'obtenir un score NPS positif de plus 30. Donc, l'absence de support d'évaluation de la radiopharmacie dans sa globalité, l'intérêt de 8,2 et le score NPS supérieur à 0 ont été des arguments qui ont permis de motiver la conception de l'outil d'audit. À la suite de cette enquête et à partir du référentiel qui avait été établi, on a défini 6 chapitres de façon à être le plus exhaustif possible. On a donc choisi d'évaluer en chapitre 1 les documents du système de management de la qualité, c'est-à-dire le système documentaire et le régime d'autorisation. En chapitre 2, la formation du personnel, formation initiale mais également formation continue, la formation pratique et théorique, du personnel chargé de la manipulation des radionucléides, mais aussi du personnel chargé de l'entretien de la ZAC. Ensuite, en chapitre 3, on a traité donc des locaux de l'unité de la radiopharmacie. Donc, d'une part, la qualification, la surveillance, le système de ventilation et les paramètres de confort de la ZAC, mais également des locaux techniques, donc le local de marquage cellulaire, le local de livraison, de contrôle de la qualité, et également le local d'entreposage des déchets radioactifs. En chapitre 4, on s'est intéressé aux équipements et au matériel, notamment en évaluant le contrôle, la maintenance, l'étalonnage, le cas échéant, des équipements, et notamment donc des enceintes, des appareils laminaires, des appareils de contrôle de la qualité et de mesure de la radioactivité et des activimètres. Le chapitre 5 s'est intéressé au circuit du médicament radiopharmaceutique, de l'approvisionnement à la gestion des déchets, en passant par la prescription médicale et la validation pharmaceutique, la préparation et le contrôle de la qualité. Enfin, le chapitre 6 s'intéresse à l'hygiène et la radioprotection, avec d'une part donc l'habillage et l'hygiène du personnel, le bio-nettoyage de la ZAC, et d'autre part la radioprotection du personnel et la gestion des contaminations radioactives.
Donc, l'outil final, ça va être un fichier Excel de 12 onglets. Donc, le premier onglet va être le guide d'utilisation. Il va reprendre les objectifs, les prérequis, les champs d'application et la présentation des éléments. Et aussi un sommaire dynamique qui nous permet de nous rendre directement sur le chapitre souhaité dans la grille d'évaluation. La grille d'évaluation, donc, elle va être constituée de 125 items. Pour chaque item, on va avoir des éléments de preuve et des références. Lorsqu'il va y avoir une croix bleue, cela signifie qu'en fait, l'item peut être évalué avant ou après l'entretien. L'auditeur, il va pouvoir renseigner dans la première colonne bleue les critères d'évaluation, donc conforme, partiellement, en grande partie, conforme et non applicable, et également renseigner donc des remarques dans la colonne observation. Une deuxième colonne d'évaluation peut être renseignée pour un audit ultérieur, un audit de suivi par exemple. Ensuite, on a la feuille de cotation. Cette feuille, elle va être non modifiable et elle va permettre de donner des notes en pourcentage. On a ensuite la synthèse des résultats, donc il va répertorier les notes en pourcentage pour chaque chapitre et chaque audit. Et on va avoir un code couleur qui va permettre d'identifier les chapitres en difficulté. Les résultats vont être aussi identifiés sous forme de diagramme radar pour être un peu plus visuel. Donc ici, on a les résultats globaux de l'audit. Et on peut également cliquer directement sur les locaux, par exemple, pour se rendre aux résultats du chapitre. Donc ici, les locaux. Et enfin, on a le rapport d'évaluation qui va permettre de lister les différents éléments, leurs critères de priorité, critiques, majeures, mineures. On peut également indiquer le plan d'action. Et on peut également indiquer si la correction peut être faite par le service lui-même ou s'il y a nécessité d'une participation extérieure, une aide financière ou une aide technique. L'outil, une fois effectué, élaboré, donc il a été validé au sein des 2 radiopharmacies. Donc pour la première radiopharmacie, on a constaté qu'on n'avait pas de différence significative des taux de conformité entre l'audit interne et l'audit croisé. En revanche, on avait 4 éléments qui ont été estimés critiques, qui n'étaient pas appréhendés par le radiopharmacien du site lors de l'audit interne. Ils concernent notamment les bacs de décontamination du matériel qui était conservé toute la durée de l'activité, donc qui était potentiellement une source d'exposition pour le personnel. On avait également l'absence de contrôle de la contamination du matériel après trempage dans les bains de décontamination, et également l'absence de registre certifiant le contrôle main-pied en sortie de zone. Et enfin, on n'avait pas d'activimètre dédié à l'activité de marquage cellulaire. Lorsqu'on regarde donc les résultats du chapitre 6, hygiène et radioprotection, on constate bien que dans le sous-chapitre gestion de la contamination radioactive, on a bien une différence significative des notes entre l'audit interne et l'audit croisé, puisqu'on va avoir une note de 80% pour l'audit interne contre 40% pour l'audit croisé, donc qui s'explique par ces éléments non appréhendés lors de l'audit interne. De la même manière, pour la deuxième radiopharmacie, on n'a pas de différence significative des taux de conformité. Mais on a 2 éléments critiques non appréhendés par le radiopharmacien du site lors de l'audit interne. Ils concernent notamment l'absence de contrôle de l'étanchéité des portes du SAS lors des qualifications annuelles, ce qui peut entraîner donc une perturbation du gradient de pression, d'autant plus qu'il n'a pas de relevé de pression au quotidien de la ZAC. On a également une absence d'habilitation du personnel affecté au nettoyage et à l'entretien de la ZAC, d'autant plus qu'il n'y a pas de surveillance microbiologique et particulière en routine. Et si on regarde les résultats donc, du chapitre de formation du personnel, on constate que pour la formation initiale du personnel, on a bien cette différence significative des notes entre la note de l'audit croisé et la note de l'audit interne. Cette mise en pratique donc, nous a permis de mettre en évidence l'intérêt, mais également les biais de l'audit croisé. Donc, on a constaté qu'une opinion, une préférence peut donc interférer dans le raisonnement, dans le jugement d'une évaluation. Mais l'indépendance d'un auditeur va être un gage de neutralité, d'objectivité. Il va pouvoir mettre du coup en évidence des faiblesses qui ne sont pas perçues comme telles par le radiopharmacien du site, puisqu'il ne va pas être motivé par ses propres intérêts. De plus, le fait que l'auditeur soit radiopharmacien, il va connaître les contraintes et les préoccupations du terrain. Donc, il va pouvoir proposer des conseils constructifs, partager des idées et également relever les disparités entre la pratique et les exigences réglementaires. Cependant, il y a quand même des opinions et des préférences. Donc, pour pouvoir se délester de ces biais cognitifs, il serait intéressant de fonctionner avec un binôme d'auditeurs qui soit de préférence hétérogène, par exemple un qualiticien et un radiopharmacien, de façon à fédérer les compétences et à pouvoir être plus objectif.
Le gros problème de l'audit, c'est qu'on n'a pas de priorisation de la démarche qualité. En effet, c'est un investissement qui est important et surtout, dans le cas de l'audit croisé, le coût va être doublé. C'est une activité qui est quand même relativement chronophage. L'outil et l'audit vont avoir de participer à cette amélioration individuelle et collective. Donc, il serait intéressant de former un réseau de radiopharmaciens qui seraient intéressés par cette démarche pour pouvoir créer un lien, une collaboration dynamique entre les établissements. Pour cela, il faudrait que l'outil puisse être validé par un groupe de travail pour pouvoir le rendre plus performant, plus efficace et surtout pour pouvoir le faire évoluer, notamment avec les modifications du cadre réglementaire et les nouvelles bonnes pratiques de préparation. Et cet outil peut être également utilisé comme audit de suivi, puisqu'il peut servir pour vérifier la mise en place de mesures correctives ou en audit blanc, par exemple avant un contrôle de l'ASN. En conclusion, la sécurisation du circuit du médicament radiopharmaceutique va relever de la responsabilité du radiopharmacien. L'audit croisé peut être un moyen, un outil pour parvenir à cette mission, parce que c'est un outil de management, de progrès. Et l'outil proposé peut servir de support pour évaluer la radiopharmacie dans sa globalité. Mais l'objectif, ce n'est pas réellement de vérifier l'application des règles, des règles de la réglementation et de la norme, c'est surtout de servir de levier au progrès collectif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Héloïse. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Moi, j'en ai plein, très intéressante. Une présentation. Est-ce qu'il y a des questions? On laisse déjà les collègues intervenir. On ne l'a pas rappelé en préambule, mais donc il y a 10 minutes de présentation et 10 minutes de discussion qui ont été prévues pour chaque présentation. Je vais commencer en attendant que d'autres se manifestent. Donc, une question par rapport à ce qu'on a vu ce matin dans les évaluations des pratiques professionnelles et puis ce qu'on verra également demain avec la grille qui a été fournie sur l'outil d'analyse des risques. Je voulais savoir, si j'ai bien compris, votre grille d'audit, finalement, vous n'avez pas souhaité partir de choses qui existaient déjà, qui avaient déjà été validées par d'autres collègues? L'objectif, c'était surtout, en fait, c'était pas réellement de faire des EPP, donc uniquement sur l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est d'être plus large. Donc, c'est pour ça qu'on englobe tous les locaux, le système de management de la qualité, toute la documentation, de façon à être, de ne pas être dans l'évaluation des pratiques professionnelles, mais plutôt dans la globalité de l'activité et pas uniquement ciblé sur le… Je sais, enfin, tu verras demain, je ne sais pas si tu connais le référentiel qualité en radiopharmacie qui a été fait sur l'outil d'analyse des risques, mais ça me semblait aussi ne pas du tout reprendre que justement les EPP, mais d'être aussi assez large, aussi bien sur les… D'accord, je ne connais pas, ouais. Voilà. Non, c'était juste parce que en fait, c'était plus pour un gain de temps, hein, parce que moi, je pensais que vous étiez partie de cette grille-là et que donc là, le travail, c'était surtout de voir, ce qui est très intéressant d'ailleurs, de voir l'intérêt de faire des audits croisés par rapport à un audit interne. Je voulais savoir, dans les radiopharmaciens qui ont donc fait l'audit, le croisé, là, est-ce que les deux radiopharmaciens avaient, entre guillemets, la même expérience? Oui. D'années d'expérience, en quelque sorte, parce que voilà, ça pourrait expliquer une différence entre un audit interne et un audit croisé si c'est deux personnes qui, voilà, éventuellement, évidemment, n'ont pas du tout la… Non, c'est à peu près, vraiment, c'est deux établissements dont l'activité est quasiment similaire et dont les radiopharmaciens ont à peu près la même année d'expérience. D'accord. Et quelle a été la perception du personnel non médical par rapport à cet audit? Alors, comme c'était, en fait, on n'a pas cherché à pointer du doigt ou à punir, donc en fait, ça a été, enfin, justement, c'était vraiment dans l'échange. Et moi, j'ai trouvé que parce que du coup, j'ai participé à chacun de ces audits, qu'ils soient internes ou audits croisés. Et il y avait quand même une bonne participation c'était plutôt bien vu par le personnel en général. Est-ce que tu as eu l'impression que les messages passaient mieux quand c'était justement le radiopharmacien extérieur du site?
Oui, les tout à fait. Oui, anglais ou... oui, j'ai l'impression que ce point de vue extérieur, déjà, ça ramène du neuf. Et puis, il y a plus d'écoute peut-être, parce que c'est pas les mêmes problématiques qui ressortent, du coup. Oui. Donc, oui, enfin, de mon point de vue, oui, j'ai l'impression que c'est quand même... le personnel était bien à l'écoute des auditeurs, justement. Et au niveau du temps, ça vous a pris combien de temps de faire un audit? Ça a été, C'est relativement, je dirais... en temps continu ou ça a été fait par rapport, comme il y a différents domaines, ça a été fait sur... Alors, il y a une grosse partie, la grosse partie du système documentaire, elle a bien duré 2 heures à peu près, donc c'est quand même très long, c'est assez exhaustif. Et la partie terrain, à peu près 2 heures aussi. Donc, on est sur du 4 heures, sur une bonne grosse matinée. Pour les 4 audits, les 2 internes et les 2 audits croisés. Et est-ce que vous avez comparé les résultats obtenus par rapport à la dernière inspection faite par l'ARS, par Non, des pharmaciens qui n'ont pas forcément la même compétence que nous en radiopharmacie, si je peux m'exprimer ainsi. Non, j'ai pas eu l'occasion, mais en effet, ça pourrait être intéressant. Ouais. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a deux remarques dans le chat. Emmanuel qui dit donc outil hyper intéressant, si on peut le publier via la Sofra. Donc déjà, ta présentation évidemment sera accessible. Et après, je ne sais pas trop si vous aviez publié sur le sujet ou pas encore. Non, pas encore. Un projet ça serait éventuellement un projet, oui. D'accord, ok. Karine Félix, bravo pour ce travail très intéressant. Est-ce que vous avez connaissance du projet d'audit par les pairs prévu en médecine nucléaire? Non, ça ne me parle pas. Je crois que c'est la LIA qui en parle, mais je sans certitude. Effectivement, dans le projet de réforme dont on attend beaucoup, assez impatiemment, il y a effectivement cette notion de projet d'audit par les pairs. Une autre perspective de valorisation, c'est ce que je disais tout à l'heure entre midi et deux pour le PP, mais les audits en font aussi partie. C'est la valorisation de ce travail et de cet investissement qui est quand même conséquent pour le réaliser au travers de la recertification périodique, dans les projets de mise en place de cette recertification périodique professionnelle. Il y a les EPP, les audits, donc à partir de janvier 2023, en plus du DPC, ça fera partie des actions que l'on pourra valoriser pour se recertifier de manière périodique et pour ainsi continuer à exercer. Moi, j'avais juste une question. On a beaucoup parlé de MRP expérimental cet après-midi. Oui. Est-ce que du coup, au travers de cette audit, vous avez mis un point particulier au MRP expérimental ou vous l'abordez, on va dire, dans la masse Alors, en vrai, l'enquête, en fait, quand on a fait l'enquête, on a essayé de savoir aussi les activités qui étaient transposables un peu d'établissements, pour que la grille puisse toucher le maximum d'établissements. Et les essais cliniques, finalement, concernaient une minorité des radiopharmaciens répondeurs. Donc, en fait, ça n'a pas été traité dans la grille. Par contre, c'était un projet, on aurait bien aimé le développer par la suite. Ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que, bon, voilà, on est assez nombreux autour de la table virtuelle à traiter avec des industriels et voilà, nous, on nous demande régulièrement, en plus de tous les agréments et compagnies qu'on peut avoir, de fournir des preuves d'audit interne, etc. Donc, typiquement, une démarche de ce type d'audit croisé, alors centré ou pas, sur le médicament expérimental, mais qui au moins inclurait, ça pourrait être assez intéressant. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Non. Bon, écoute, de toute manière, on est arrivé au terme des 10 minutes de discussion. Donc encore merci Héloïse ainsi qu'à tes différents collaborateurs qui Merci ont beaucoup pour permis la présentation. ce beau Merci. travail. Merci. On passe à Andrea Herrance. Oui, bonjour. Lyon Sud. Bonjour Andrea. On te laisse partager ton écran. Oui.
voilà, qui va nous parler d'entretien pharmaceutique préalable au marquage cellulaire. Donc, on te laisse prendre la parole dès que tu as pu mettre en… Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit tout à fait l'écran, en plein écran, c'est parfait. On Parfait. t'entend bien. On t'écoute. Très bien. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis André Herranz et je suis interne. Et au cours de mon précédent semestre à la radiopharmacie du centre hospitalier Lyon-Sud, j'ai fait un travail donc, en effet sur les entretiens pharmaceutiques préalables au marquage cellulaire et donc l'optimisation de leurs documents support. Donc, pour vous faire un historique, plus de 300 marquages cellulaires sont faits chaque année à la radiopharmacie Lyon-Sud. Donc, c'est majoritairement des marquages des leucocytes et des érythrocytes. Et la particularité du service de la radiopharmacie Lyon-Sud, c'est que l'activité de marquage cellulaire a été reconnue par l'ARS sous certaines conditions. Et donc, en 2015, lors d'une inspection de l'ARS, ont été soulignés les risques d'accident d'exposition au sang pour le personnel qui manipule et pour le patient. Et ont été mis en œuvre ces injonctions. On a eu une injonction de mise en œuvre des précautions standards que je vous ai redétaillées ici, et une incitation à la mise en œuvre de la traçabilité des matières premières de départ, qui en l'occurrence ici sont 100 patients, par un questionnaire. Donc, suite à cette inspection, un questionnaire a été réalisé et il était basé sur celui de l'Établissement français du sang pour les dons du sang. Et en 2021, lors d'une revue des documents, on s'est posé la question de la pertinence du questionnaire et potentiel aspect intrusif de celui-ci. Je vais vous l'expliquer par la suite. Donc, ces entretiens préalables au marquage cellulaire sont individuels. Ils sont faits avant chaque marquage cellulaire. Ils sont menés par un pharmacien ou par un interne. Et au cours de ces entretiens, on explique aux patients le déroulement du marquage, les différents temps de l'examen, ainsi que les objectifs de celui-ci. Et donc, comme je vous l'ai dit, les anciens documents étaient obsolètes et peu pertinents, ce qui nous a poussé à donc les mettre à jour. Donc, pour cela, nous avons fait une analyse des documents qui étaient existants et on a pu identifier 3 rubriques d'entretien pour les différents marquages cellulaires. Donc, la première rubrique que je vous présente ici, c'est l'identité patient et la date de l'examen. Ici, vous avez un exemple du questionnaire préalable au marquage des leucocytes, mais on a fait ce même travail pour tous les autres supports des entretiens pour les autres marquages cellulaires. La deuxième rubrique identifiée a été celle du contexte physiopathologique. Donc ici, on recherche des éléments qui pourraient perturber le marquage cellulaire. Donc on commence par demander au patient les traitements qu'il prend. On pose des questions de santé, sur ses habitudes de vie. Et on lui demande aussi s'il a déjà eu un examen de médecine nucléaire. Et ça, le but, c'est d'évaluer le risque d'immunisation au cas où le marquage cellulaire ne fonctionnerait pas et qu'on devrait passer au scintillement. La troisième rubrique qui a été identifiée est celle des risques d'accident d'exposition au sang. Donc là, selon les termes de l'inspection, il s'agit en fait de l'enquête sur les matières premières de départ, donc le sang patient. Et donc on pose des questions aux patients sur son statut sérologique et sur des potentielles conduites à risque d'infection par un des virus que vous voyez ici. Donc, c'est ici que se porte l'aspect un peu intrusif du questionnaire. Donc, suite à l'analyse des documents, on a identifié ces 3 rubriques. Et nous avons fait aussi un point sur l'exhaustivité des informations recueillies jusque-là dans les questionnaires qui avaient été mis en place en 2015. Et nous sommes posé la question de la pertinence des différentes rubriques. Pour répondre à ces questions, nous avons fait une revue du cadre réglementaire, notamment avec l'arrêté du 10 juillet 2013 qui reprécise les précautions standards, une directive européenne du 10 mai 2010 qui définit la bonne utilisation et destruction des objets coupants, tranchants et qui redéfinit le cadre de travail dans lequel ils doivent être utilisés pour minimiser le risque de blessure pour le personnel, et les guidelines de l'EANM pour le marquage des leucocytes au technétium. Et nous avons fait aussi nous avons consulté les procédures institutionnelles donc, du centre hospitalier Lyon-Sud de prise en charge des accidents d'exposition au sang et donc la conduite à tenir immédiatement dans ces cas-là.
Suite à cette analyse, nous avons réalisé qu'il manquait des informations sur les documents actuels, notamment dans la rubrique du contexte physiopathologique. C'est pourquoi, par exemple, dans le questionnaire préalable au marquage leucocytaire, nous avons ajouté cette question. Nous demandons au patient s'il a subi une splénectomie. Et ça a son importance pour le contrôle qualité, un des contrôles qualité du marquage cellulaire qui est en train d'être mis en place, où 1 heure après la réinjection au patient, on fait des images et on fait le rapport ras de foie, d'où l'importance de savoir si le patient a subi une splénectomie. Nous avons fait aussi un ajout commun au support des entretiens des marquages leucocytaires et érythrocytaires, notamment en demandant le poids et la taille du patient. C'était quelque chose qui était absent du questionnaire jusque-là et qui a son importance notamment dans la détermination du volume globulaire. Et nous demandons aussi maintenant s'il s'agit d'une patiente en âge de procréer, si elle est enceinte ou panselette, puisque c'est une contre-indication au marquage cellulaire. Et pour ce qui est plus spécifiquement pour le marquage érythrocytaire, dans le cas de la détermination du volume globulaire, nous avons ajouté ces 3 questions. Savoir si le patient a fait un séjour en altitude dernièrement, s'il pratique un sport à haut niveau et s'il a un des symptômes que vous voyez affichés, qui sont des symptômes fréquents de la polyglobulie. Et pour finir, nous avons ajouté une rubrique qui nous a permis en fait, de standardiser les explications données aux patients. Jusque-là, cette rubrique était absente du support de l'entretien. Et donc, on faisait une explication aux patients, mais sans l'avoir formalisée. Donc maintenant, on a ajouté une trame des points à aborder dans l'explication donnée aux patients de l'examen. Pour ce qui est donc de la pertinence de la rubrique accident d'exposition au sang, nous, après étude des documents, nous avons réalisé que l'interrogatoire préalable du patient sur son statut infectieux n'est décrit ni dans les précautions standards, ni dans les guidelines de l'EANM, ni dans les procédures institutionnelles de prévention et de marche à suivre en cas d'AES. Donc, ces questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie est basée sur le questionnaire de l'EFS pour les donneurs de sang. Dans le cas de l'EFS, les réponses à ces questions constituent un vrai critère d'éligibilité au don. Donc, selon la réponse du patient à ces questions, il peut être exclu potentiellement du don. Alors que dans le cadre ici du marquage cellulaire, il n'est pas envisageable, quel que soit le statut sérologique du patient, de le récuser de l'examen, sachant que les précautions standards sont déjà incluses dans les modes opératoires et donc la prévention est faite. Et pour ce qui est du risque prion, pareil, il n'y a pas de risque de ce côté-là puisque tous les dispositifs médicaux utilisés lors de la manipulation du marquage cellulaire sont entièrement à usage unique, donc il n'y a pas de question de restérilisation du matériel. Donc, ces questions sont peu pertinentes, voire inutilement intrusives. L'entretien, le support de l'entretien est très important parce qu'il permet de standardiser les pratiques, standardiser l'entretien, et il permet aussi une reproductibilité et une traçabilité puisque après chaque entretien, le support rempli de l'entretien est inclus dans le dossier patient informatisé. Mais il nous permet aussi d'anticiper certaines données pendant le marquage, notamment l'aspect du sang, comment peut se passer la sédimentation, le rendement auquel on peut s'attendre. Notre objectif aujourd'hui est d'appliquer ces entretiens de façon adaptée à tous les autres marquages cellulaires, notamment pour le diagnostic de la fuite sanguine et de tissu splénique ectopique. Donc pour conclure, nous avons fait une refonte de nos documents d'entretien pour l'ensemble des marquages cellulaires. Je vous ai parlé plus des marquages des leucocytes et des érythrocytes, mais on a fait la même démarche pour tous les autres marquages cellulaires. Nous avons ajouté les éléments manquants et supprimé la rubrique qui n'était pas pertinente. Et la question se pose aujourd'hui d'ajouter une ligne de consentement patient. Donc, le patient donnerait son consentement pour subir un prélèvement en vue d'une sérologie en cas d'accident d'exposition au sang. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Andrea. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Donc là, je voulais savoir, moi, avant que tu aies fait ce travail, donc toi, tu participais justement à ces entretiens avant de te Oui, lancer dans le travail? oui, je faisais la plupart des entretiens patients, moi. Mhm. Oui, donc du coup, tu avais bien connaissance du support et tu l'avais donc utilisé avant même de faire ce travail. Oui, largement, oui. Oui. Et du coup, en termes de temps par rapport à et de gains par rapport à ce que tu as connu donc avant et puis maintenant avec les nouveaux supports, est-ce que… Bah, le temps de l'entretien n'a pas vraiment changé parce qu'on a enlevé une rubrique, donc le temps des questions qui ont été supprimées a été déduit, mais on a ajouté certaines questions. Et même si on a formalisé l'explication au patient, elle était déjà existante, même si ce n'était pas noté dans la trame, on la faisait déjà. Donc finalement, l'entretien dure une quinzaine de minutes, 10-15 minutes, et c'est resté à peu près dans cet ordre-là. Et cet entretien est fait le jour même du marquage Oui, à l'arrivée du patient. il est fait le jour même du marquage. En général, on le fait soit quand le patient arrive avant même qu'il soit prélevé, soit on le fait juste après qu'il soit prélevé, mais avant que l'examen soit fait pour qu'il ait bien compris avant qu'il se soit prélevé. Et vous n'avez pas relevé d'items qui auraient été utiles de connaître à l'avance et qui auraient éventuellement pu entraîner des modifications avant le jour du marquage? Pas à ma connaissance, en tout cas, non. Non. Et est-ce que tu as vu éventuellement puisque vous avez, donc dans ce que j'ai compris, enlevé certaines questions inutiles et un peu délicates, est-ce que tu as eu l'impression que la perception pour le patient avait été différente avait changé depuis le Alors, changement oui, des supports? ça dépendait des patients. Chaque patient réagissait un petit peu différemment à ces questions. On essayait de les poser de façon plus subtile possible pour ne pas mettre les patients mal à l'aise. Mais c'est vrai que c'était toujours un moment qui était un petit peu gênant. Et de toute façon, la réponse que le patient nous donnait était bien celle qu'il voulait nous donner. On n'avait jamais de certitude sur ce qu'il pouvait nous répondre. Donc, c'était un moment toujours un peu gênant sans être sûr que le patient ne cachait pas une information, quoi. Bien sûr. Donc, j'imagine que tu as été formée en fait pour faire Oui. C'est à peu près combien de temps? C'était par compagnonnage ou c'était Oui, j'ai déjà pris connaissance des documents support avant d'assister à des entretiens. Et ensuite, en fait, j'ai suivi les radiopharmaciens sur différents entretiens pour chaque marquage cellulaire avant d'être validé et de pouvoir les faire moi-même. Non, c'est pour une question pratique en fait pour savoir dans les centres voilà, combien de temps à peu près toi tu juges nécessaire d'avoir ce compagnonnage avant de se lancer Moi, dans les… je crois que j'avais suivi, je dirais, 4 ou 5 entretiens avant d'en faire un toute seule. D'accord. Merci beaucoup. On va donner la parole à Gada Eldeb. Je vois qu'elle a levé la main. Alors, Gada, ton micro est coupé. Je ne sais pas si tu es en train de parler. Voilà. Non. Le micro est toujours coupé. Ça marche là? Ça y est, ça Oui. fonctionne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Avant de poser ma question, je vois qu'il y a Valérie Ardisson qui a demandé combien de temps dure l'entretien. Oui, une quinzaine de minutes à peu près. 15 minutes. D'accord. Moi, ma question, c'était du coup, tu posais la question du consentement par rapport au prélèvement pour la sérologie en cas d'AES. Moi, j'aurais plutôt pensé que suite à ça, peut-être, il y aurait un espèce de consentement sur l'acceptation de l'acte, parce que les cas de figure qu'on a eu sur le site où je suis, c'est des refus. En fait, des patients qui n'avaient pas bien compris en quoi consistait l'examen et qui, du coup, quand ils ont compris ce qu'on allait leur faire, refusaient. Et du coup, l'idée, pour moi, je pensais que c'était peut-être qu'à la fin de l'entretien, c'était de leur faire signer un document comme quoi ils avaient bien compris et que donc ils acceptaient l'examen en connaissance de cause. Ça, c'est quelque chose que vous faites par ailleurs, peut-être?
On n'a pas de questions enfin, en tout cas pas à ma connaissance, hein, de moment où ils signent le consentement à faire l'examen. En tout cas, pas pendant l'entretien patient. Je ne sais pas s'ils le font après, mais moi, je n'ai pas cette information en tout cas. D'accord, parce qu'il y a des sites qui font signer des informations pour tous les examens, peu importe l'examen. Vous, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en place, notamment dans le cadre de cet entretien. Je vous avoue que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne sais pas. D'accord. Parce que voilà, nous, c'est ça qu'on a identifié, en fait, c'est que la mauvaise information du patient par rapport à l'examen peut conduire à un refus. On a déjà eu des cas de figure où le refus s'est fait au moment où on réinjectait. C'est-à-dire que tout le marquage avait été fait, le prélèvement a été fait, le marquage a été fait. Au moment de la réinjection, le patient a refusé. Donc, c'est vrai qu'on aimerait éviter ce genre de situation et qu'on pensait du coup mettre en place ce type d'entretien pour recueillir le consentement, enfin l'accord du patient suite à une information sur la réalisation de l'acte. Oui, c'est une question qui pourrait être ajoutée à la fin, en effet, à la place du consentement pour un prélèvement sérologie. À la place ou en plus. Ou en plus, bien sûr. Oui. Merci. Okay, merci Gada. On va passer la parole à Anthony qui lève la main également. Oui, je connais un petit peu le travail, mais c'était juste pour. C'est vrai que c'est intéressant ce que disait Gada, qu'il faut effectivement s'assurer de la coopération du patient jusqu'au bout. Mais simplement, l'idée aussi de recueillir le consentement du patient pour un éventuel prélèvement en cas d'AES, hein, si vraiment il y en a besoin. C'était que là, on zappe une partie du recueil d'informations qui avait été demandé lors d'une inspection. Donc, il faut quand même se couvrir après pour dire pourquoi on ne suit pas finalement les recommandations de l'inspection. Et l'idée, c'était plutôt d'apporter ce travail devant vous aujourd'hui pour être un peu vigilant, parce que ce n'est pas aux inspecteurs d'inventer les textes. Eux, ils sont là pour nous les faire appliquer. S'il y a des recommandations professionnelles et des recommandations d'ordre scientifique ou des précautions à prendre, c'est plutôt le rôle de société. Ah, on a perdu Anthony. Coupé. Ton micro est coupé, Anthony. Anthony, on ne t'entend plus. J'ai pas bien compris. En fait, c'est l'inspection qui avait demandé de faire ce questionnaire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était une des remarques de l'inspection. Comment ils l'avaient formulé dans leur rapport? Qu'il fallait faire une traçabilité de l'origine et de l'historique des matières de départ. Et ils parlent vraiment d'un questionnaire, notamment un questionnaire d'évaluation de la transmission des différents virus. On a retrouvé Anthony. Ça y est, ça marche? Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si on m'entend, je ne sais pas si on me voit. On t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Oui, donc je pense qu'Andrea, de toute façon, était au courant du sujet, mais c'était surtout d'alerter parce que en 2015, moi, je n'étais pas à Lyon Sud, mais dans le même temps, j'étais inspecté dans mon ancien établissement et les inspecteurs refusaient de regarder le marquage cellulaire en disant que ce n'était pas notre ressort et qu'ils ne voulaient pas le voir. Dans un autre site, ils le voient et ils imposent certaines recommandations qui sortent de nulle part. Donc, c'est pour ça, je pense d'ailleurs, je vais rejoindre le groupe de travail sur le marquage cellulaire, mais il faudrait, je pense, édicter des recommandations et des précautions qui viennent de nous, de notre communauté, plutôt qu'elles soient imposées par les inspecteurs qui n'y connaissent pas forcément très bien, le domaine. Voilà. Bah, écoute, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Anthony, parce que moi, je trouve que c'est typiquement le genre de travail qui pourrait intégrer le groupe thématique hématologie isotopique. Voilà, je ne sais pas s'il y a des représentants de Lyon Sud dans ce groupe. Je n'ai pas le souvenir. Oui. Pas encore, mais on est en pleine restructuration, mais on va y aller. D'accord, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Moi, j'en ai... Juste une petite remarque, du coup, c'est Fred, excusez-moi. Juste pour souligner quand même que du coup, on a aussi au sein de la SOFRA eu des démarches auprès de la NSM afin de faire évoluer le statut de ces marquages cellulaires et faire en sorte qu'on puisse avoir, alors
dans les faits, c'est nous qui les faisons, mais davantage de légitimité réglementaire par rapport à ces marquages cellulaires pour avoir enfin la reconnaissance qu'il s'agit bien d'une activité pharmaceutique. Donc voilà, ça n'empêche pas, et effectivement, il faut que le groupe thématique s'investisse sur l'établissement de recommandations pour la prise en charge des patients, mais voilà, on n'abandonne pas ce sujet-là aussi, et les démarches sont en cours. On relance régulièrement la NSM pour faire évoluer en tout cas cette réglementation et cette reconnaissance. Oui, et si je peux intervenir également sur ce point vis-à-vis de la NSM, c'est que pour le moment où la LD4 n'est pas encore parue définitivement, faites-nous encore et toujours remonter les modifications qui vous semblent nécessaires par rapport à cette LD4 concernant les marquages cellulaires, parce que si on arrive vraiment à ce que ce soit publié avec, je pense que justement ce sera une grande aide pour nous et pour les inspecteurs. Voilà, il y a également des recommandations qui sont faites dans la monographie de la pharmacopée européenne, mais voilà, qui ne sont pas très détaillées, j'entends bien, mais qui existent également. Écoute, moi j'avais juste voilà, 2-3 petites questions. Donc, dans ton questionnaire, enfin, dans votre questionnaire, il y a des notions sur prenez-vous des médicaments, ce que tu nous montrais tout à l'heure. D'un point de vue alimentaire, il n'y a rien voilà, qui est susceptible d'interagir avec la qualité du radiomarquage ou des radiomarquages cellulaires. Alors, pour l'instant, on a, à ma connaissance, pas eu non plus d'interaction de médicaments qui auraient pu perturber le marquage cellulaire. Et c'est vrai qu'on ne pose pas la question sur des problèmes alimentaires, enfin sur des aliments qui pourraient rentrer en interaction pour le marquage. On pose ces questions voilà, si jamais le marquage se passait mal, pour pouvoir, comme on trace et qu'on a on a le document support et on sait ce que le patient a répondu, on aurait pu chercher ensuite dans la biblio et voir dans la littérature si on peut trouver des interactions possibles. Mais c'est vrai que la question de l'alimentaire n'est pas posée. Effectivement, pour moi, c'est un peu le double intérêt de ce genre d'entretien pharmaceutique. C'est ce que tu disais dans la discussion, c'est que dans la discussion, tu disais ça permet d'anticiper un éventuel défaut de sédimentation, un mauvais rendement. Mais du coup, il faut pour ça avoir vraiment toutes les infos en main, voire être capable de les collecter et de les tracer. Donc ça, c'était ma première remarque. La deuxième remarque, c'était du point de vue de l'archivage. Qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces documents? C'est quelque chose que vous joignez au compte-rendu médical de la scintigraphie? C'est archivé à part? Qu'est-ce que vous en faites? Alors nous, ils sont archivés déjà dans le service. Nous, on garde les entretiens patients en format numérique et ils sont ajoutés au dossier patient informatisé pour chaque examen. D'accord. Et du point de vue donc satisfaction patient et du point de vue intérêt médical côté médecin nucléaire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez évalué ou coté pour ces entretiens pharmaceutiques? On n'a pas fait de cotation, mais c'est vrai que les patients, en général, ils sont assez contents après l'entretien, surtout sur la partie de l'explication de l'examen. Parce qu'en général, les premières personnes qui voient, c'est les manipulatrices radio qui leur expliquent brièvement en quoi consiste l'examen et elles leur disent ensuite, vous aurez un radiopharmacien ou un interne qui viendra vous expliquer. Et quand on leur explique, en général, ils sont, pour ceux qui sont peut-être un peu angoissés parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils sont rassurés. Et puis, en tout cas, en général, ils sont assez contents de l'explication. Mais on n'a pas fait de cotation. Ok, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on est arrivé largement au terme des 10 minutes qu'on s'était imparti, mais bon, voilà, c'est un sujet très intéressant. Et bon, voilà, je renouvelle ma sollicitation pour que vous participiez au groupe thématique hémato-isotopique. Merci beaucoup, Andrea. Merci. On va passer à Sharazad, tu avais une question? Ah non, désolé, j'ai du mal à... Pas de souci. Et on va passer... On va accueillir Vincent Naï, c'est ça? Naïl, oui, C'est ça qu'on dit? En Naïl. Naïl, désolé Vincent, désolé. Donc voilà, on va te passer la parole pour ton sujet de pharmacie clinique en médecine nucléaire. Très bien. C'est bon, vous voyez mon écran? On voit ton écran, Oui, mais pas encore en... Tac, j'allume la vidéo. Hop.
Si tu peux le mettre en… C'est good? Ouais, parfait. Très bien, donc bon, je vais débuter. Bonjour à tous. Vincent Naï, je suis un AHU des hôpitaux de Marseille. Et aujourd'hui, du coup, bah, vous m'avez sélectionné pour vous faire un petit topo sur la pharmacie clinique en médecine nucléaire et l'impact du bilan médicamenteux sur les comptes rendus de scintigraphie de vidange gastrique. Donc, tout d'abord, un rapide rappel sur la scintigraphie de vidange gastrique. Donc, elle reste l'examen standard, le gold standard pour les suspicions de gastroparésie, donc qui sont vis-à-vis d'une certaine symptomatologie, comme la plénitude, des nausées et vomissements ou satiété précoce. Et dans ce cadre, comme dans la plupart des centres, je pense, on a ce protocole de vidange gastrique avec la préparation de nanocytes, de nanocoïdes de sulfure d'uranium radiomarqué au technétium 99 métastable, accompagné de 2 œufs, de biscottes. Tout ça est réalisé par notre externe et puis le patient peut l'ingérer. En complément de cela, donc on a 2 autres petites recettes à base de mug cake et de tofu, donc pour les patients qui sont intolérants aux œufs. Bon, dans la vraie vie, c'est comme un petit déjeuner et tous nos patients ne sont pas forcément friands de l'English breakfast. Bref. Donc, en termes d'imagerie, l'imagerie est réalisée pendant 4 heures. Donc, chez nous, c'est à T0, T30, T1h, T2h, T3h, T4h. Et on va mesurer 2 variables, donc, qui est illustré dans cet exemple, qui est un peu caricatural, car sur une gastroparésie de grade 4, mais on évaluera le temps de demi-vie de vidange gastrique et la proportion de radioactivité résiduelle dans l'estomac. Donc l'objectif du travail, c'est de montrer l'impact du bilan médicamenteux sur le compte rendu de scintigraphie de vidange gastrique, donc via le constat de 2 choses. Donc la majorité de nos patients possèdent déjà une prise en charge médicamenteuse de la gastroparésie, donc, que ce soit via des antiémétiques, des inhibiteurs de la pompe à protons ou des antihistaminiques de type 2 et des agonistes à la motiline. En plus de ça, donc, la plupart des patients peuvent aussi avoir des prises en charge complémentaires, donc via d'autres pathologies chroniques, comme le diabète ou des infections. Les recommandations de la Société française de médecine nucléaire, qui maintenant date de 2010, recommandent l'arrêt de nombreux traitements. Cependant, elles ciblent principalement les médicaments qui sont impliqués dans la prise en charge de la gastroparésie et ne tient pas du tout compte d'une éventuelle prise en charge dans d'autres pathologies, mis à part pour la prise d'opiacés. En plus de ça, donc nous, initialement, les recommandations d'arrêt du traitement étaient faites par les secrétaires médicales, donc avec l'ordre de la confirmation des rendez-vous de scintigraphie, donc avec des secrétaires qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec les recommandations liées à l'arrêt des médicaments. La découverte de ces interactions médicamenteuses pouvait être fortuite et tardive, donc pouvant avoir un impact sur l'interprétation de l'examen, donc fait principalement lors de l'entretien du médecin le jour même de la scintigraphie. Et cela pouvait avoir donc défauts positifs ou défauts négatifs sur l'interprétation de nos examens. Donc, quid du rôle de l'équipe pharmaceutique pour interagir sur ces différents constats. Donc, voici un petit peu le flowchart que l'on a fait pour notre petite étude. Donc, on a fait une étude de prospective de 3 mois, donc dans les services de médecine nucléaire de l'hôpital Nord. Et la première étape était donc, de faire une mise à jour de la bibliographie sur les médicaments qui pouvaient avoir un impact sur la vidange gastrique. Donc, en plus des typiques médicaments recommandés par la Société française de médecine nucléaire, nous en avons identifié plusieurs autres, tels que les benzodiazépines, les analogues des GLP-1, les antagonistes sérotoninergiques, et les avons classés selon leur
effet donc prouvé. Donc, c'est-à-dire qu'il existait dans la bibliographie des choses chez l'humain publiées sur la vidange gastrique et probable. Donc, c'était des études soit dans des journaux de plus petite ampleur, soit sur des études précliniques. Puis, donc, le recueil d'informations pour le bilan médicamenteux était fait entre 48 et 72 heures avant l'examen. Donc, en essayant de respecter les recommandations de la HAS, donc en ayant nos 3 sources. Donc, typiquement, nos 3 sources étaient donc la consultation du dossier du patient, l'appel patient. Donc, nous en profitions pour lui donner les recommandations d'arrêt de traitement et lui expliquer comment allait se dérouler son examen. Et bien évidemment, tout cela était confronté aux ordonnances fournies par l'officine. Donc, dans ce cadre, on a fait une petite adaptation de la fiche de bilan médicamenteux. Donc, on retrouve donc, typiquement le nom, prénom du patient, les identifiants du patient, les identifiants de la personne qui fait le contrôle, la partie médicaments et la partie strictement réservée à la médecine nucléaire, donc, avec l'effet attendu sur la vidange gastrique. Est-ce qu'on a conseillé ou pas l'arrêt du traitement? Et cela sera confirmé le jour J si le patient a bien respecté les recommandations que nous lui avons faites. Pour répondre à la question de Philippe tout à l'heure sur le marquage cellulaire, donc nous, on essaie aussi de quantifier l'impact et de la boisson prise lors de la scintigraphie et ou des potentiels impacts sur les plantes et la phytothérapie, malgré que ceci est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Puis, donc, la dernière étape se déroulait le jour J de l'arrivée du patient, donc le jour J de son interprétation. Donc on récupérait tout le nécessaire pour réaliser son examen. L'externe préparait donc son médicament et faisait un entretien d'une quinzaine de minutes pour vérifier d'abord le bilan médicamenteux du patient, donc avec ce dernier, et si celui-ci avait bien respecté les recommandations. Nous lui faisions signer aussi un consentement. Puis, l'ensemble de cette fiche, donc c'est la fiche de bilan médicamenteux que je vous ai présentée sur 2 slides avant, donc, était transmise en aveugle au médecin nucléaire. À la fin, le médecin nucléaire faisait son interprétation de façon normale, puis lisait notre bilan médicamenteux et modifiait ou pas ce bilan, donc le réévaluer. Donc, en termes de résultats, très rapidement, sur du descriptif, donc 40 patients avec des patients plutôt âgés aux alentours de 58 ans, mais avec une forte dispersion. Comme dans la littérature, nous avions plus d'hommes et de femmes qui étaient dans notre étude. Les patients étaient très largement polymédiqués, donc avec entre 5 et 6 patients, et avec quasiment 2 lignes de traitement donc, qui pouvaient avoir un impact sur la vidange gastrique. Donc, ce qui correspondait quand même à 31% des médicaments. Malheureusement, donc, les recommandations, malgré qu'on les fasse et qu'on essaye de les faire les plus exactes possibles en leur faisant comprendre l'importance de les suivre, donc quasiment 1 patient sur 5 ne suivait pas ces recommandations d'arrêt. Donc, le pourcentage des patients ayant ou non un impact sur la vidange gastrique, donc on avait d'énormes pourcentages de patients ayant des médicaments pouvant interagir avec la vidange gastrique, avec 47% accélérant la vidange gastrique, 34% qui ralentissent la vidange gastrique et 18% chez les patients dont la médication n'avait pas d'impact sur la vidange gastrique.
bien évidemment, bon, la classe la plus représentée était les inhibiteurs de la pompe à proton, hein, représentant 13% donc, de l'ensemble des médicaments et 42% des médicaments interagissant sur la vidance gastrique. En deuxième position, donc, comme on voit sur ce schéma, il y avait l'insuline, les hormones thyroïdiennes, puis les opiacés, etc. La slide donc, la plus importante de cette présentation, si je peux dire, c'est est-ce que notre travail a eu un impact sur l'interprétation du médecin? Donc, eh bien oui, donc dans 20% des cas, donc, le médecin a modifié son compte-rendu en prenant connaissance de notre bilan médicamenteux. Donc, dans 6 cas sur 10, cela ne représentait qu'une mention sur le compte-rendu. Donc, juste pour mettre en perspective que le patient avait pris une substance pouvant interagir avec la vidange gastrique. Et dans 2% et dans 2 cas sur 8, pardon, donc il y avait une modification directement du compte-rendu et une modification donc, du coup, de la conclusion de ce dernier. Donc, impact tout de même chez un patient sur 5, donc chez nous, qui représente un patient par semaine. Donc, en conclusion, donc, bon, bien évidemment, maintenant, il est plus à démontrer que les équipes de pharmacie sont de plus en plus impliquées dans la prise en charge du patient et d'autant plus en médecine nucléaire, ou qu'en plus de nos autres activités, donc, on s'implique encore plus. Donc, c'est une activité polyvalente et de formation. Donc, nous, ça nous permet que nos étudiants, qui soient internes et externes, ne soient pas forcément déconnectés de tous les aspects qui sont médicaments conventionnels. Les patients et les médecins donc, sont plutôt satisfaits de notre approche. Et bien évidemment, donc, nous avons l'impact du bilan médicamenteux sur un patient sur 5. Bien évidemment, le revers de la médaille de ce genre de pratique, donc, ce sont des choses qui sont très, très chronophages. Donc, nous, on a la chance d'avoir deux externes qui nous permettent de mettre en œuvre ce genre d'approche, qui n'est peut-être pas le cas de tous les hôpitaux. Mais cependant, nous pourrions peut-être raffiner cette approche en essayant d'identifier les patients les plus pertinents pour faire ces bilans médicamenteux. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, je donne la parole à la salle pour commencer. Je vais peut-être unshare mon écran. Il y a des questions. Bon, sinon, je vais commencer. Quand tu as dit un patient sur 5 qui ne suivent pas les recommandations, est-ce que ça peut évoluer ou c'est parce que… Est-ce que vous avez pu identifier un peu la raison en fait? Est-ce que ça dépend quels sont les types de recommandations qui sont pas suivis? Est-ce que ça peut être… Non, souvent, ce sont des patients soit qui sont un peu… Enfin, il y a beaucoup de patients, c'est leur routine déjà de prendre des IPP, donc ils n'en pensent pas forcément de l'oublier. Pour le cas des opiacés, on a eu le cas d'un opiacé là, qui est rentré en compte dans la modification de la conclusion du compte-rendu. Dans ce cas, c'est que la patiente avait juste trop mal et que tenir la recommandation d'arrêt, même si c'est de 6 heures, c'était de trop. Ouais. Donc, du coup, c'est beaucoup sur ces aspects-là. Et puis après, bien sûr, il y a des patients comme un peu partout qui ne veulent pas écouter oui, ou qui ne comprennent pas forcément bien l'intérêt de ces recommandations. Voilà. L'impact que ça peut avoir après eux sur leur examen. J'imagine que cette étude, vous l'avez présentée à l'équipe de médecins nucléaires, les résultats chiffrés là, tels que tu nous les as présentés. Ouais, ils sont au courant. Il va falloir que je leur refasse un petit résumé pour leur montrer. Pour voir un peu la façon dont ils avaient perçu les résultats en fait. Oui. Après, c'est vrai que du coup, là, c'est une pratique que du coup,
via nos effectifs qu'on fait sur tous nos entretiens. Hein. Mhm. Donc, c'est déjà fait depuis un moment. Donc, malgré qu'on quantifie plus forcément de la même façon nos patients, on continue de le faire chez tous nos patients vidange gastrique parce qu'il y a une véritable plus-value de cette Ah approche. oui. Et donc, par contre, par rapport à la question qu'avait posée tout à l'heure, justement, sur l'alimentation, là, dans ce cadre-là, là, c'est intéressant de prendre en compte aussi l'alimentation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé ou En fait, pas du tout? on a mis la case, mais c'est vrai qu'à prouver et à trouver des datas spécifiques sur l'impact de l'alimentation sur la vidange gastrique, sachant que c'est des patients qui n'ont pas mangé depuis la veille, ça reste compliqué. Donc, en fait, on n'a pas mis en œuvre encore d'impact de l'alimentation sur les résultats de vidange gastrique. Sur un espèce de régime, en tout cas, en fonction de s'ils ont un régime particulier, est-ce que… On a essayé, mais c'est compliqué. Tous ces aspects d'alimentation, de phytothérapie. Oui, c'est vrai. C'est très compliqué. Vous avez essayé de voir un peu la biblio, il y a rien qui ressemblait forcément. Non, on a essayé, mais on n'a rien trouvé de pertinent sur le sujet. Non. Et dernière question, après je passe la parole. Tu expliques à la fin donc l'idée d'identifier un petit peu, de sélectionner les patients les plus pertinents à cela. Tu sais un peu comment tu envisages de faire ça? Vous avez déjà réfléchi? J'imagine. Typiquement, vu la dispersion, parce que du coup, on a vraiment inclus tous les 40 patients, donc tout d'une traite. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a quand même une forte dispersion de nos patients, avec des patients qui sont plutôt jeunes et qui comprennent du premier coup soit les recommandations, soit qui n'ont pas forcément plus de médication qu'un simple IPP. Donc, chez ces patients-là, je pense que l'appel 48 heures à 72 heures permettrait juste de mettre tout au clair. Par contre, sur les personnes qui sont un peu plus âgées et qui ont beaucoup de lignes de traitement, médicamentés, oui, c'est sûr. Chez eux, peut-être aller les revoir. Chez nous, c'est le lundi matin, mais comme continuer à faire les entretiens le lundi matin pour bien confirmer qu'ils ont bien suivi nos recommandations, voir s'ils n'avaient pas oublié des choses pendant notre entretien du vendredi après-midi. Et un entretien environ dure combien de temps? Un entretien. Donc, nos entretiens téléphoniques, on essaie un peu de quantifier ça. Après, c'est compliqué parce qu'en termes de quantification, mais après un entretien téléphonique du vendredi, c'est entre 5 et 10 minutes avec le patient, parce que ça prend quand même du temps. Pour les officines, c'est beaucoup plus rapide, hein, c'est souvent moins de 5 minutes, parce qu'on leur demande maintenant, tous les officinaux commencent à être très habitués sur la pratique. Et le DPI, ça va dépendre des patients, ça va dépendre des patients s'ils ont un dossier ou pas, mais ça, c'est moins de 5 minutes. Et le jour J, c'est une bonne dizaine de minutes. C'est une bonne dizaine de minutes parce qu'il faut compléter le document, voir pour les recos et tout leur expliquer le principe de l'examen. Ok, merci. Donc, je vais passer la parole à Anthony qui a levé la main. Oui, merci. Oui, en fait, j'ai levé la main avant que tu poses la question sur le temps. J'ai eu la réponse. C'est très bien. C'est très chronophage. Ouais. Mais c'est un super boulot par contre. Et puis aussi, vous savez faire des mock-cakes parce que j'ai eu la recette par Philippe, j'ai jamais réussi. Donc, juste un truc, c'est que c'est vrai que du coup, c'est bien exhaustif sur toutes les substances que le patient peut absorber entre les médicaments et y compris les compléments alimentaires et phytothérapeutiques. Et du coup, je posais la question, si vous vous posez la question quand même aux patients d'après illicite de produits, notamment opiacés, de drogue parmi les médicaments. Oui. On essaye de leur en toucher des mots, drogue et consommation d'alcool chronique. D'accord, ça fait partie. Je n'ai pas vu sur la grille de recueil du coup. Oui. Après, oui, parce qu'on sait que l'alcool peut avoir
impact sur la vidange et tout, on leur demande. Mais après, il ne me semble pas qu'on les quantifie par contre. D'accord. Bon, bah, en tout cas, c'est super intéressant. Ça donne des idées pour compléter aussi le document Lyon Sud. C'est très bien. Mais ça va être chronophage. Mais c'est très bien. Et en plus, Nathalie nous a donné l'idée de recruter des externes. Et du coup, tu nous montres oui, vers comment on peut les orienter. Content. Parce que ça leur permet de garder un petit lien justement avec la pharmacie un peu plus pour les officinaux. Exactement. Pour les Exactement. officinaux, Ça nous permet de faire de la pharmacie clinique. Et moi, j'avoue que ça m'a donné plein d'idées. Super. Bah, merci en tout cas. Il n'y a pas de souci. Bah, merci à vous. Nathalie, ton micro est coupé, Nathalie. Je ne t'entendais pas. Ah oui, pardon. Donc, je demandais s'il y avait d'autres questions. Et donc, sinon, moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez du coup pris contact avec la SFMN, enfin, est-ce que vous pensez prendre contact avec la SFMN, notamment le groupe qui a rédigé la procédure, de façon à ce qu'ils puissent mettre à jour justement leur procédure, que ça puisse voilà, profiter à tout le monde, ce travail? J'avoue qu'on n'en a pas encore discuté. Je pense que ce sera C'est vrai qu'on peut intéressant. aller un peu plus loin. On peut aller un peu plus loin sur, sur ces démarches. Et d'autant plus que quand on a des. Enfin, il y a sur certains médicaments, enfin, même aller plus loin qu'encadrer les médecins nucléaires, parce que quand on a des médicaments que nous, on voit qu'il y a un impact, qu'il y a une potentielle interaction, le médecin nucléaire, lui, n'est pas non plus forcément formé pour nous dire sur cette molécule, on la continue, ou cette molécule, on peut la stopper. Donc, c'est vrai, sur certaines molécules, avoir l'avis d'un autre spécialiste qui est peut-être un peu plus familier du médicament, puis avec une expérience plus grande, pourrait nous dire non, ça, il ne faut pas toucher, ou ça, dans ma pratique, j'ai déjà peut-être arrêté pendant 48 heures. Donc, ça, c'est vrai qu'on pourrait peut-être aussi agrandir le champ des perspectives. Merci beaucoup. Un truc là, ça va être mis sur le site de la Sofra, dans les thématiques. Peut-être que le responsable des thématiques peut créer une petite partie. Comment dire, j'ai vu qu'il avait fait indésirable, mais il n'y a pas interaction. Voilà, interaction. Oui, je pense que c'est une bonne idée, en effet. Il faudrait qu'on voit qu'est-ce que traite justement ce groupe sur les effets indésirables. J'avoue ne pas y participer, mais c'est assez lié, en fait. Donc, je pense que ça pourrait tout à fait faire l'objet parce que c'est important, d'une thématique, être traité dans un groupe thématique, oui, tout à fait. Absolument. Merci pour tes questions. Merci Nathalie également. Merci Vincent. Bon, je passe mon tour sur les questions. Merci à tous. Merci à tous, oui. Merci déjà donc à vous trois de nous avoir présenté ces trois belles communications orales. Merci à tous ceux qui ont soumis leur travail à ce rendez-vous de la Sofra. Bon, bien évidemment, on ne pouvait pas retenir tout le monde en communication orale, mais il y a d'excellents e-posters. Je vous invite encore une fois à les consulter. Ils sont sur le site de la Sofra en accès libre. Et puis, n'oubliez pas demain la remise des prix, les communications et les posters, d'être présents. Voilà, demain à 16h45. Demain, voilà. Sur l'ensemble, évidemment, de la deuxième journée, deuxième demi-journée, et puis notamment, évidemment, jusqu'à la fin pour la remise des prix. Demain matin, nous avons rendez-vous à 11h30 pour les invités de marque pour traiter de tout ce qui est accès précoce, accès compassionnel. C'est intervenants de la DGOS qui ont très gentiment accepté de nous parler de cette importante réforme. Nous serons tout sur tout demain matin à 11h30. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ou des questions? Non, on vous donne rendez-vous à tous dès demain à 11h30 alors. Et c'est le même lien demain, absolument. Oui. C'est le même lien. Voilà. Exactement le même lien. Donc, merci à tous. Merci à tous, très bonne soirée. Bonne fin de... Oui, moi c'est plutôt l'après-midi, mais bonne fin de soirée à vous tous.
Au revoir. Au revoir, bonne soirée.